c'est toujours plus intéressant de savoir qui on est, d'où on vient, etc. J'ai l'impression que toute la philosophie et toute la réflexion depuis quelques temps dit voilà, il faut vous connaître. Beaucoup de manuels de développement personnel s'intéressent beaucoup à ça. Et moi, j'ai trouvé plus intéressant en fait de se dire c'est plutôt la personne qu'on veut devenir qui est intéressante et c'est plutôt celle-là qui devrait orienter nos choix. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM, bonjour et bienvenue. Je suis très content de vous retrouver ce matin et on va parler de choix avec mon invité qui s'appelle Sophie Guignard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation. Sophie, vous êtes diplômée de l'ESCP de Sciences Po Paris. Vous avez débuté votre carrière dans une banque d'affaires. Vous avez dirigé les Inrocks à Buenos Aires avant de rejoindre la rédaction du Monde, puis de cofonder un média digital à Genève. Ça, c'est ce qu'on trouve sur votre fiche LinkedIn. Et on va voir dans l'émission de ce matin que votre carrière est plus intéressante que ça, presque, que ce résumé. Vous publiez votre premier livre, Je choisis donc je suis, chez Flammarion. Le sous-titre est presque aussi important que le titre. Comment prenons-nous les grandes décisions de votre vie ? C'est marrant que vous soyez intéressé à ça, vous qui étiez programmé pour l'incertitude. Justement, je dirais, c'est une question moi qui m'a toujours obsédée parce que je crois que je vis assez mal le fait d'avoir qu'une vie. Et je me suis toujours demandé comment trouver la bonne en fait, sachant qu'on a tellement de possibilités et que plus que jamais on nous dit qu'on est responsable de sa propre vie, qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on doit trouver sa voie, etc. Et ben comment trouver la bonne ? Et c'était une question qui moi m'a toujours un petit peu fascinée et préoccupée parce que c'est très stressant en fait de se dire qu'il faut trouver sa bonne vie parce qu'on n'en aura qu'une. Bon, on ne sait pas ce qui se passe derrière, mais en tout cas, cette vie-là, c'est sûr qu'on n'en a qu'une. Et voilà. Et donc, je crois, avec un petit peu de recul en regardant dans le rétro, que les choix que j'ai faits visaient à avoir une grande diversité d'expériences et d'avoir plusieurs vies, en fait, en quelque sorte. Bon, mais votre CV vous ressemble ? Oui, de plus en plus. Et je ressemble à mon CV. C'est-à-dire qu'il est incohérent et ça me va bien. À l'âge de 17 ans, vous décidez que la vie serait le résultat de vos propres décisions, donc vous partez de chez vous. Pourquoi vous partez de chez vous comme ça, avec votre valise à la main ? Enfin, vous partez pour aller à l'école en plus. Oui. C'était quand même pas... Je partais en prison. Oui, c'était un peu un acte de rébellion. En fait, mes parents se sont séparés quand j'avais 12 ans, donc en plein milieu de l'adolescence. Très mauvais moment pour imposer un divorce à ses enfants. Évidemment, c'est pas de leur faute. Et je me suis retrouvée où je vivais dans une station de ski où on a une liberté folle en fait quand on est enfant. On est sans arrêt avec ses copains dehors. Y a jamais personne pour nous surveiller. Et puis du jour au lendemain, en Belgique, alors moi j'adorais le ski, on faisait que du ski toute la journée, toutes les vacances. Et là, le pays le plus plat du monde, avec un beau-père que j'avais pas choisi évidemment, et une ville qui me paraissait vraiment triste, un temps pourri, etc. Et voilà. Et je me suis un petit peu révoltée contre tout ça, tous ces choix qui étaient pas les miens. Évidemment, quand on est enfant, c'est le lot de tout le monde, mais on aime bien sa vie quand on est enfant, et puis c'est quand elle change qu'on se rend compte qu'on l'aimait bien en fait. Et puis qu'elle n'était pas si mal. C'est vrai pour tout. On se pose pas la question, c'est la seule vie qu'on connaît, et j'ai réalisé après coup qu'elle était formidable en fait, qu'elle était hyper privilégiée, et que là où je me suis retrouvée, j'étais plus bien, j'étais plus à ma place, et j'étais révoltée un petit peu. Et donc j'ai attendu d'avoir mon bac que j'ai passé le plus vite possible, et je suis partie simplement pour pouvoir choisir moi-même en fait. Oui, ce sentiment de ne pas être à votre place, c'est un sentiment que vous retrouverez pas mal d'ailleurs dans votre vie professionnelle. Alors vous expliquez que lorsque vous étiez en école de commerce au début des années 2000, la majorité de votre promo rêvait d'être embauché dans une entreprise dont ils n'avaient même pas entendu parler 2 ans auparavant. Et vous essayez de décoder, mais comment finalement, en 2 ans, ces entreprises qu'on ne connaissait pas ont fini par devenir nos rêves ? Oui, ça c'est incroyable. Et moi, je me souviens même plus de ce à quoi j'aspirais quand j'étais en prépa. Je suis partie en prépa HEC, donc pour les écoles de commerce. Et même en prépa, où on lit énormément, c'est très intéressant en fait. Une prépa, c'est très dur, mais il y a de l'histoire économique, il y a beaucoup de philo, il y a évidemment des maths, des langues. Et au moment des entretiens, alors je sais, c'était il y a 20 ans, aujourd'hui, ils sont un petit peu plus préparés. Et on arrive en école de commerce, on ne sait pas bien pourquoi. Il y a
énormément de jeunes en école de commerce qui sont là par défaut, parce qu'ils savaient pas quoi choisir et qu'on dit, ben voilà, c'est une manière de garder plein de portes ouvertes. Et en fait, pas en 2 ans, en quelques mois, voire en quelques semaines, on se retrouve dans cette école et on aspire à la même chose que tous les autres, parce qu'on nous dit que c'est le Graal et on le questionne pas, en fait. Et on aspire à... On prend pour argent comptant, vous faites partie de l'élite de ce pays. C'est ce qu'on Alors, vous dit. oui, c'est ce qu'on nous dit. Alors, en école de commerce, peut-être un petit peu moins qu'à Sciences Po et à Polytechnique, Sciences Po, on vous le dit etc. quand même. Sciences Po, j'ai l'impression que c'est encore plus le cas, parce que là, c'est plus politique. Et donc, voilà, il y a cette question un peu de les penseurs et oui, l'élite qui va un petit peu décider du sort collectif, alors qu'en école de commerce, on est un peu plus individualiste dans l'approche. On verra la stratégie des portes ouvertes, d'ailleurs, tout à l'heure. Ouais. C'est bien, ça. Donc, en fait, vous expliquez finalement comment c'est le besoin d'être aimé qui, finalement, est le besoin de reconnaissance, d'appartenance qui peut, à un moment donné, orienter nos choix, ce qu'on appelle le status anxiety. Oui. Qu'est-ce que vous appelez le status? Alors, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. C'est Alain de Botton, qui est un philosophe suisseau-britannique et qui en a fait une expression. Et en fait, il dit c'est l'idée qu'on a moins bien réussi que les autres. Et cette réussite, elle est très souvent mesurée par le statut social et donc par l'argent les revenus qu'on génère, en fait, en quelque sorte. Et lui, il est très drôle, il a cet humour anglais et il raconte ces fêtes d'école ou de promo où on se retrouve 10-20 ans après et tout le monde se regarde et alors, t'en es où? Et c'est à celui qui aura le plus gros job, la plus grosse maison, etc. Donc et il dit, et ça nous cause une angoisse de se dire, zut, je veux pas y aller parce que je pourrais pas, moi, montrer tous ces signes de réussite. Et donc, on a et ça, cette anxiété qui est générée par cette comparaison très matérielle, en fait, aux autres, fait que on va poursuivre aussi les mêmes objectifs qu'eux parce qu'on veut pas se retrouver moins reconnu et moins considéré, en fait. À 23 ans, vous finissez par terminer vos études. Vous n'aviez aucune idée du genre de travail qui vous plairait. Et c'est à un ancien camarade de Sciences Po qui, par miracle, vous propose une mission au sein de la banque d'affaires dans laquelle il travaillait. Et quelques jours plus tard, vous étiez dans un avion pour Santa Cruz, en Bolivie, où vous resterez plusieurs mois à travailler pour le gouvernement de Morales. Ouais. Ça, c'est quoi ça? C'est de la chance? La chance, c'est un petit peu la rencontre de l'opportunité et de la préparation, comme disait, je ne sais plus trop qui d'ailleurs. Mais au début, j'ai pris ça pour de la chance, et puis je me suis dit, il n'y a qu'à moi qu'il a proposé ça, donc il avait dû voir en moi une espèce peut-être d'appétit pour l'incertitude et pour la capacité à dire oui comme ça, sans vraiment réfléchir et aller dans le chemin le plus intéressant. Peut-être parce que j'étais très libre aussi, parce que mes parents m'ont jamais poussée dans tel ou tel, en tout cas pas consciemment et pas délibérément comme certains le font, mais ils m'ont jamais dit, il faut que tu fasses ci ou ça. Moi, mes parents étaient restaurateurs dans une station de ski. Bon, voilà, ils n'avaient pas des énormes ambitions. En tout cas, elles n'étaient pas formulées et elles n'étaient pas précises. Donc, j'avais envie de réussir, bien sûr, mais j'avais pas vraiment de... Et donc, c'est lui qui m'a proposé ça parce que je parlais espagnol, que j'avais fait 1 an d'échange, en fait. Et voilà, après, je pense que oui, il a dû voir quelque chose qui était un peu de... Oui, une capacité à y aller, quoi, sans vraiment réfléchir. Et puis c'est ce qui s'est passé, parce que 2 jours après, en fait, ils étaient très très pressés de trouver une personne pour aller en Bolivie. Et moi, il m'a dit, on cherche quelqu'un qui parle espagnol. Il m'a pas dit quelqu'un pour aller en Bolivie. Il m'a dit, sur une mission avec le gouvernement bolivien, est-ce que ça t'intéresse? 2 jours après, j'ai fait un entretien qui n'en était pas un, parce qu'en fait, ils avaient déjà décidé. Et puis le samedi matin, j'étais dans un avion avec une valise, un bagage à main. J'ai raté mon escale à Buenos Aires. Ça, c'est encore une autre histoire. C'est l'histoire dans l'histoire. J'ai passé un jour à Buenos Aires et j'ai découvert cette ville. Et ensuite, je me suis retrouvée à Santa Cruz pendant des semaines qui se sont finalement enchaînées. Et après, je suis restée dans cette banque. Un de vos premiers jobs dignes de ce nom consistait à conseiller des gouvernements, principalement latino-américains et africains, sur la gestion de leurs dettes publiques. Pourquoi, en dépit d'un salaire très confortable, vous ne vous sentiez pas, et vous l'avez dit tout à l'heure, à votre place sur le toit du monde ? Parce que c'est un milieu très particulier, la banque d'affaires. Alors nous, c'était un département très spécifique, parce que c'était pas de la fusion-acquisition ou du trading. On faisait du conseil de gouvernement, donc il y avait ce petit côté politique, économique. Vous débutiez quand même, faut expliquer. Ah ouais, je savais rien derrière. Non, il faut expliquer que c'était le début de votre carrière. J'avais un tout petit peu de théorie économique, mais c'est tout. Ouais. J'avais jamais vraiment vu. Et là, je me suis retrouvée. Au bout d'une semaine, mes chefs sont partis. Je me suis retrouvée toute seule avec un petit consultant bolivien qu'ils avaient mis
pour qu'on soit deux, en fait, concrètement. Et on se retrouvait avec le ministre des hydrocarbures à parler de nationalisation des champs de carbure. Et il fallait faire illusion. Et en fait, c'était très rigolo, mais il fallait tout le temps faire illusion. Et moi, j'avais l'impression que le job, c'était de faire illusion. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais je suis une énorme imposture. Et à côté de ça, alors c'était passionnant parce qu'on voyageait partout, on rencontrait des gens incroyables, des situations, voilà. Mais il y avait aussi la hiérarchie et le cadre en fait de la banque d'affaires qui existait même dans ce département-là, bien que beaucoup moins fortement que dans d'autres services, mais où on est des sous-fifres en fait éternellement. C'est-à-dire qu'on est toujours au service du gars qui est au-dessus, qui est au service du gars qui est au-dessus, qui est au service du gars qui est au-dessus, puis ça s'arrête pas vraiment parce que même celui qui est tout en haut, il est au service de son client. Et le conseil, c'est comme ça. Et moi, j'avais envie d'avoir plus de marge de manœuvre, j'avais envie d'avoir un petit peu plus de liberté. De temps à moi. Pas tellement ça, je voulais pouvoir décider un peu plus parce que là on exécute des fois des choses qui nous paraissent absurdes et à 23 ans on est très content parce que on est dans des conditions et on fait un travail passionnant, mais je me projetais pas du tout dans ce genre de boulot et je savais que si je partais pas vite, ça allait être très compliqué de partir parce que les salaires s'envolent très 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 vite. Et le statut qui va avec, on s'habitue à ça et puis on se transforme aussi avec ça parce qu'on est dans un milieu et on commence à consommer différemment, à parler différemment, à s'habiller différemment. Et je me suis dit, il faut vraiment que je parte parce que, je me sentais pas à ma place et deux, j'avais quand même ce sentiment que j'étais faite pour quelque chose d'autre et que je serais meilleure ailleurs. Quand vous vous interrogez sur le souvenir que vous gardez de ces 3 ans comme banquière d'affaires, vous expliquez qu'il y a le mois de l'expérience et le mois du souvenir. Alors, ce sont ces deux concepts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence qu'il y a entre le mois de l'expérience et le mois du souvenir ? Et ça, c'est bon pour tout le monde, pour tous ceux qui ont vécu des expériences, qu'elles soient professionnelles ou pas d'ailleurs. Hein. Oui, alors ça, c'est effectivement, quand je reviens sur cette expérience-là, ces 3 années, je me dis c'était magnifique, c'était des souvenirs géniaux. Je me souviens des voyages, je me souviens des moments très intenses, je me souviens des présidents qu'on a rencontrés. Et en même temps, je me dis, mais pourquoi je suis partie et pourquoi au quotidien, je me souviens que je me plaignais souvent en fait, que j'en avais marre, que j'étais fatiguée, etc., que j'allais démissionner. Et on était nombreux dans ce cas-là. Et pourtant, voilà. Et donc je me suis intéressée un petit peu à cette dissonance en fait entre ces deux expériences et ces souvenirs. Et je suis tombée sur une recherche de Daniel Kahneman, qui a un prix Nobel d'économie, mais qui en réalité est psychologue. Et qui a théorisé ça en fait en disant qu'effectivement il existe 2 mois, enfin effectivement, c'est sa recherche. C'est sa recherche à lui, voilà, ouais. Mais c'est intéressant comme concept. Il y a le mois du présent, le mois de l'expérience qui vit les choses au présent, et il y a le mois du souvenir. Et le mois du souvenir, c'est la façon dont on se souvient des expériences. Et ils disent ce sont 2 mois qui sont très différents. Pourquoi ? Parce que le mois du souvenir, en fait, va sélectionner certains moments forts. Il va se souvenir des moments forts, des moments durs, et en fait, quand on va regarder après coup, on va se souvenir que de ça. Donc si c'est un moment, si dans cette expérience qui était relativement ennuyeuse par exemple, il y a eu un moment très fort, je vais me souvenir de ça. Et on se souvient aussi de comment se sont terminées les choses. Donc ça vient brouiller. Et donc je me suis dit, alors qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 ans ? Moi je me souviens des voyages, de la rencontre avec le président équatorien, des voyages en Afrique, des fleurs à l'hôtel, de des dîners incroyables. Et puis j'avais un très bon ami qui était avec moi et donc on a vécu des moments très intenses parce qu'on bossait très tard le soir, on écoutait la musique à fond. Et en même temps j'ai oublié tout le reste en fait qui était beaucoup moins intense et qui était des moments beaucoup moins forts. Et ça s'est bien terminé. Je suis partie en super bons termes. Avec les personnes avec qui j'ai travaillé. Donc j'en garde un très bon souvenir. Voilà. Nous choisissons entre plusieurs souvenirs de nos expériences. Voilà. Faites l'exemple, si un jour vous faites voler vos bagages en partant en vacances. Voilà. Ça va gâcher toute l'expérience des vacances. Eh ben pas du tout. Souvent, les gens passent de très bonnes vacances. Oui, mais alors, s'ils se sont fait voler les bagages, ils vont quand même... Moi, je me souviens, mon père, justement, qui a perdu ses bagages en revenant, il voyage pas beaucoup. Ils sont partis aux États-Unis. Pendant tout le voyage, il me disait, c'est fabuleux, c'est incroyable. Il revient et le vol était en retard, ils ont perdu les bagages. Et en fait, en boucle, je n'ai plus entendu que ça. Le retour, les bagages, Air France qui veut pas rembourser. Ouais. Et j'ai plus entendu, le voyage était incroyable. Ça c'est au retour, c'est à l'aller, moi je pense. Si vous les faites voler à l'aller, que vous êtes obligé de subitement... Voilà, ouais, mais là c'était au retour. Donc comme ça, la manière dont ça s'est terminé, en fait c'est terminé mal et donc c'est venu gâcher un petit peu toute son expérience. En tout cas, le souvenir de son expérience.
pas son expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que les choix qu'on fait, en fait, ce qu'explique Kahneman, c'est qu'on se base sur les souvenirs qu'on a. Et on essaye de retrouver, on va se baser sur notre vécu, mais simplement ce qu'on a retenu, et on va prendre des décisions sur cette base-là, et pas sur l'expérience. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Il faudrait prendre les deux en considération, en tout cas. Voilà, mon invitée s'appelle Sophie Guignard. Elle publie son premier livre, ça s'appelle « Je choisis donc je suis ». Comment prenons-nous les grandes décisions de notre vie ? Vous expliquez que c'est parce que vous étiez bloqué dans votre vie que vous aviez ouvert une page blanche pour écrire la première phrase de votre livre. C'était pour vous donner du temps de réfléchir. Oui, alors moi, j'arrive pas à réfléchir sans écrire, en fait. Donc, effectivement, je me suis retrouvée à un moment, j'avais cofondé avec un ancien camarade du Monde un média à Genève, parce que moi, j'habite à Annecy. Donc, c'était très pratique. Et puis, j'aimais bien l'idée d'avoir notre propre aventure. Et puis assez rapidement, au bout d'1 an et demi, 2 ans, ça s'est pas passé comme je voulais. J'avais pas autant de marge de manœuvre que ce que j'avais imaginé. Encore une fois, vous voyez, oui. Donc, j'ai démissionné un peu avec fracas. Ça serait arrivé de toute façon, soit par mes autres associés, moi, il y aurait poussé, je pense, si ça n'a pas déjà été le cas. Et je me suis retrouvée vraiment littéralement du jour au lendemain chez moi sans avoir rien à faire, en fait. Parce que on peut aller faire les courses et traîner autant qu'on veut, faire des machines. Il y a un moment où ça nous rattrape et on se dit, ok, il me reste 6 heures avant que les enfants rentrent de l'école. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas passer mes journées à faire des machines à laver, etc. Et donc, je me suis assise et pour réfléchir, j'ai écrit comment faire les bons choix parce qu'en fait je commençais les bons choix ou les beaux choix. Alors pour moi maintenant c'est les beaux choix. J'ai commencé cette recherche en cherchant les bons choix et en fait à la fin du livre je pense que je me suis dit qu'il n'y avait pas de bons choix, il y a des beaux choix et les beaux choix c'est à mon sens ceux dont on est fier en fait, qui sont beaucoup plus intéressant que les bons choix, parce que les bons choix déjà c'est très subjectif et puis ça veut rien dire en fait en soi, parce que tous les choix, même quand c'est des erreurs, nous apprennent quelque chose, c'est comment on les vit, qu'est-ce qu'on en fait qui est intéressant. Et les beaux choix pour moi c'est les choix qui sont faits avec une aspiration un peu positive, quand on va vers quelque chose par opposition à ces choix qu'on fait pour fuir de quelque chose ou par peur de quelque chose. Et ça, c'est pas, je sais pas s'ils sont bons ou pas, mais c'est des choix, à mon sens, qu'on ne regrette pas parce que ce qui les pousse, l'énergie qui les pousse, est belle en fait. Alors, vous vous interrogez déjà de savoir comment on prend nos choix, nos décisions dans la vie, qu'elles soient quotidiennes ou plus impactantes. Mais les décisions qui vous intéressent vraiment, les choix qui vous intéressent vraiment, ce sont lesquels ? Ce sont les choix délibérés, c'est-à-dire qu'on ne prend pas sous pression et qu'on prend volontairement. C'est pas, quand quelqu'un nous met un pistolet sur la tempe et que c'est le stress qui parle. C'est avec qui on va faire sa vie, à quoi on va la consacrer, comment on va passer qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, où on va habiter, avec qui on va passer du temps, etc. Pour faire de bons choix, il s'agit de bien se connaître, vrai ou faux ? Alors oui et non. Oui, parce que c'est toujours plus intéressant de savoir qui on est, d'où on vient, etc. Puis de toute façon, c'est pas moi qui vais vous apprendre des choses là-dessus. J'ai l'impression que toute la philosophie et toute la réflexion depuis quelque temps dit, il faut vous connaître, tout le développement personnel, pas tout, mais beaucoup de manuels de développement personnel s'intéressent beaucoup à ça. Et moi, j'ai trouvé plus intéressant en fait de se dire c'est plutôt la personne qu'on veut devenir qui est intéressante et c'est plutôt celle-là qui devrait orienter nos choix, parce qu'on sait jamais bien qui on est en fait, ça veut pas dire grand-chose et puis le savoir ce serait pas très drôle non plus en fait. Pour moi ça fait partie du jeu et la vie doit être ça, doit être un petit peu une quête et ce serait un peu bête de trouver tout de suite, de savoir exactement qui on est, ce serait un petit peu ennuyeux et voilà. Et donc je trouve qu'il y a une manière peut-être plus jolie et peut-être plus utile, parce que beaucoup de gens savent pas qui ils sont et il faut pas qu'ils se sentent mal par rapport à ça, je pense, et se dire quelle est la personne que je veux devenir et essayer de faire des choix qui nous rapprochent de cette idée, de cette image de la vie qu'on voudrait avoir en fait, et d'organiser sa vie en fonction de cette idée. Je trouve ça plus intéressant. Vous faites sauter un certain nombre d'idées reçues sur les choix qu'on fait. Par exemple, sur nos grandes décisions, et vous dites que nos grandes décisions sont forcément irrationnelles et pas rationnelles, comme on aurait tendance à le croire. Pourquoi est-ce qu'elles sont irrationnelles ? Alors d'un point de vue, il y a plein d'angles à ça, mais d'un point de vue philosophique, en fait, ce qui est intéressant en fait dans ces grandes décisions de
faire des enfants, choisir la personne avec qui on va se marier, c'est que on n'en sait rien, on sait pas ce qui va se passer derrière. Et on peut pas prendre ces décisions de manière très rationnelle dans le sens, on va faire des pour, des contre, des statistiques et à la fin on va, comme on dit en théorie économique, maximiser son utilité. On choisit pas son partenaire pour maximiser son utilité en disant, alors avec lui, combien on va avoir de revenus, est-ce qu'il va me laisser tranquille le samedi soir, bref. Et donc il y a toujours une petite partie de saut dans l'inconnu. Et c'est des décisions qui, à côté de ça, sont transformatives. C'est-à-dire qu'on n'est plus la même personne après les avoir faites qu'avant. Ce qui rend la comparaison, en fait, entre le avant et après, pour savoir si c'était une bonne décision, un peu absurde, en fait. Parce que avant d'avoir des enfants, on a une manière de vivre, des priorités, une manière de penser. Après, on a changé. Mais avant d'avoir pris cette décision, on peut pas savoir comment ça va nous changer. On peut avoir des intuitions. Cet exemple, mais il dit que finalement, si on était rationnel, la décision... Non, on n'en ferait pas. Moi, quand je suis tombée enceinte et que je suis allée voir, c'était par surprise. Bon, je pense qu'il y avait beaucoup d'inconscient derrière, et je me souviens de cette médecin qui m'a dit, mais vous vous rendez compte, c'est bien que ça arrive comme ça. Si on le faisait consciemment, on le ferait pas. Avoir des enfants, c'est du souci permanent. Financièrement, c'est galère. On n'a plus de liberté. On n'arrive plus à en placer une dans les repas familiaux. Voilà, c'est pas possible de prendre une décision comme ça en se disant, est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre? On va perdre. Mais simplement, en fait, on le fait quand même parce que plein de choses nous y poussent, évidemment l'instinct, etc. Mais aussi cette envie de voir ce que c'est et de vivre quelque chose et d'être changé aussi par ça et de se dire, ok, là maintenant à 20 ans, ça m'aurait vraiment embêté de devoir renoncer à toutes ces choses, mais à 30 ans ou 40 ans, je suis prête et j'ai envie de voir ce que c'est. Et j'ai envie de changer aussi. On a envie de se laisser changer par des décisions comme ça qui, encore une fois, sont belles en fait. Se dire, bah voilà, je vais renoncer à certaines choses, mais je vais en découvrir d'autres et probablement une autre manière d'aimer, une autre manière de donner. Et ça, c'est très beau. Alors vous êtes intéressé au profil de ceux qui ont choisi de faire partie du programme lancé par l'ONG Mars One. Comment est-ce que les aspirants colonisateurs de Mars ont-ils pris la décision d'y aller ? Alors moi j'ai parlé avec un seul d'entre eux qui est un Mozambiquais. Alors en fait c'est très intéressant parce que sur le site de cette initiative qui a échoué, il y avait tous les profils des 100 présélectionnés sur apparemment des milliers et des milliers de candidatures, ce qui en soi est incroyable. Et tout le monde, il y avait des profils très différents. Il y avait des mères de famille, des jeunes geeks, il y avait des scientifiques, il y avait vraiment de tout. Sachant que c'est un projet de programme, donc sans retour. Voilà, parce qu'on n'a pas encore la technologie. Sans retour. C'était ça. On ne sait même pas si on peut y aller d'abord. Ouais. Ils cherchaient à recruter des colonisateurs, donc des gens qui allaient d'abord ils allaient être 4 dans une capsule. Pendant 1 an, il y avait un voyage pour aller sur Mars, et une fois arrivés, vivre dans des capsules jusqu'à ce que mort s'en suive en fait. Et ça aurait pu arriver très vite parce qu'il n'y a pas de médecin sur place, enfin bref. Donc voilà. Et il y avait les profils de ces 100 personnes et j'ai regardé, j'étais effarée de voir la diversité des profils et ils avaient tous mis leur motivation. Et c'était très 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 différent. Et alors après, on peut aller... Il n'y a pas de méthodologie finalement. Non. Et la BBC avait fait un petit documentaire, ils en avaient pris 4 et il y avait aussi bien des gens qui disaient, de toute façon, c'est un peu par dépit. Il y avait une Irakienne qui avait immigré aux États-Unis. Elle disait, ma vie, de toute façon, n'a pas beaucoup de sens. Je suis toute seule, j'ai laissé ma vie, ma famille. Autant que ce soit pour faire quelque chose d'intéressant. De toute façon, je serais aussi immigrée là-bas. Et puis, ma vie ne sera pas moins intéressante. Il y avait un nerd d'Oxford qui, lui, c'était le côté scientifique. Il avait envie de voir. C'était de la curiosité intellectuelle. Et cet Africain, lui, qui travaillait aux Nations Unies, médecin, il disait, le monde est pourri et si je peux faire quelque chose pour l'améliorer, je vais le faire et peu importe ce qui m'en coûte. Et lui, il me disait, je prends toutes ces décisions à l'intuition, je réfléchis pas trop et en gros, si ça peut apporter quelque chose à l'humanité, j'y vais. Et c'était évidemment, c'est très beau de le dire comme ça. Et puis voilà, mais il y avait de tout. Et puis il y avait aussi des gros geeks qui étaient fascinés par Mars, qui jouent aux jeux vidéo toute la journée et qui avaient envie d'aller voir en vrai, quoi. Donc, alors, il y a ce qu'on appelle le paradoxe de la liberté de choix. Pourquoi trop de choix tue-t-il le choix ? Et là, il y a une expérience qu'on appelle l'expérience des pots de confiture. Oui, alors ça, c'est une chercheuse incroyable de l'Université de Columbia qui s'appelle Sheena Iyengar, qui a consacré toute sa carrière à étudier le choix, mais le choix plus ponctuel, c'est-à-dire entre tel ou tel produit, etc. Et bon, elle s'est aussi intéressée à une portée plus philosophique, mais voilà. Et donc ils se sont dit avec son équipe, on va faire une expérience, on va dans un supermarché. Le premier jour, on va proposer 6 pots de confiture à l'essai, donc les gens peuvent venir les goûter.
Et le deuxième jour, on va en proposer 24. Et on va voir le nombre de ventes en fait que ça génère. Le premier jour, 6 confitures, il y a pas mal de gens qui s'arrêtent. Ça se transforme bien, comme on dit. Ça se transforme bien, mais bon, c'est pas terrible. Je sais plus, quelques 3 ou 4%. Et le lendemain, 24 confitures, beaucoup plus de gens s'arrêtent devant le stand, beaucoup plus de gens goûtent les confitures. Par contre, il y en a très 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 peu qui achètent, beaucoup moins qui achètent. Et donc le ratio de conversion, c'est-à-dire de gens qui achètent les confitures par rapport aux gens qui s'arrêtent, est 3 ou 4 fois plus élevé quand il y a moins de choix que quand il y en a beaucoup. Et donc la conclusion de ça, c'est que plus on a de choix, plus on est attiré. On a envie en fait de les essayer, mais par contre ça nous paralyse d'en avoir beaucoup. Donc est-ce que ce qui est vrai pour les confitures, c'est vrai pour nos choix personnels? C'est ça qui vaut. Oui, c'est vrai. C'est qu'en fait, alors elle était arrivée au chiffre magique de 7. Elle dit au-delà de 7, notre cerveau n'arrive plus à choisir, il est paralysé. Et en fait, il n'y a pas de raison pour que ce soit vrai pour des confitures et que ça ne soit pas vrai pour des profils Tinder. Et donc aujourd'hui, avec une telle profusion de choix, que ce soit des jobs, des personnes avec qui on peut aller boire un verre ou des maisons à acheter, etc. Elle dit, en fait, si on en a trop, ou des vies, ça marche aussi avec des vies, s'il y a tant de vies qu'on peut mener, en fait, si on a trop, on est paralysé. Et c'est notre cerveau qui est pas adapté à ça. Il n'est pas prêt pour ça, il n'est pas pragmatique. Le cerveau, il est pragmatique, il est là pour ignorer un certain nombre d'options de manière à nous permettre de prendre des décisions assez rapidement. Parce que sinon, si on n'était pas armé avec cette compétence-là, on passerait notre vie à se poser des questions sur comment je vais m'habiller, etc. Et donc, on est fait pour ignorer un certain nombre et c'est le rôle de l'intuition aussi, et on est fait pour ignorer des informations de manière à pouvoir choisir plus rapidement. Et donc, trop de choix est paralysant. Alors, il y a des méthodologies pour choisir. Alors, par exemple, il y a beaucoup de gens que vous citez. Alors, Jeff Bezos, par exemple, le patron d'Amazon, lui, il a un ratio. Il a besoin d'un certain pourcentage d'informations pour pouvoir élaborer son choix. Oui, lui, c'est la règle des 70%. Il estime qu'il n'aura jamais toute l'information nécessaire pour pouvoir faire un choix complètement informé. Et donc, il estime, comme lui, c'est la rapidité qui est un petit peu au cœur de son business. Il estime qu'à 70% des informations, il prend sa décision. Donc, il attend d'avoir 70% des informations qu'il aimerait avoir pour prendre une décision pour totalement choisir, informée. Donc, ouais. Et il dit, ça suffit, c'est le good enough. Et à partir de là, il prend sa décision. Donc, il s'est fixé cette règle-là. Après, c'est un peu... Alors, il précise que c'est pour les choix qui sont réversibles. Alors, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les choix réversibles et les choix irréversibles. Et il y a une étude qui prouve que les gens qui font des choix qui sont irréversibles sont plus heureux que ceux dont les choix sont réversibles. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, on revient un petit peu sur cette idée que le choix est paralysant et un peu angoissant, c'est-à-dire que quand on a fait un choix sur lequel on ne peut pas revenir, on va trouver une manière de le justifier et de bien vivre avec, en fait. On va se raconter une histoire qui va faire qu'on va se satisfaire, en fait, de cette certitude. Il n'y a plus cette angoisse de dire « et si j'avais choisi autre chose ?» Non, c'est fait, c'est fait. Alors que quand on peut rendre un article qu'on a acheté ou qu'on peut divorcer ou qu'on peut... il y a cette angoisse de se dire il y a peut-être mieux, j'aurais peut-être pu avoir mieux, et quand c'est possible, c'est un peu angoissant parce que du coup, on est tenté de le faire et ça s'arrête jamais. Alors que quand on a la certitude que c'est fini, on n'a plus qu'une solution, c'est d'essayer de bien vivre avec, en fait. Et donc ça nous oblige à bien vivre avec, et on y arrive très bien, en fait. Si vous voulez savoir comment nous prenons au quotidien les grandes décisions de notre vie, je vous invite à lire le livre de Sophie Guignard. Le livre s'appelle Je choisis donc je suis. L'éditeur, c'est Flammarion. Et nos choix ne sont pas toujours logiques à cause de ce qu'on appelle des biais. Qu'est-ce qu'on appelle des biais ? Alors les biais, c'est quand notre cerveau nous emmène dans le mur, en fait, concrètement. Alors on a un système 1 et un système 2. Alors là, de nouveau, c'est Kahneman, le fameux psychologue prix Nobel. Ouais. Oui, alors il n'est pas très... il n'aime pas trop l'intuition, donc moi je suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais en gros lui il explique qu'il y a un cerveau 1, un cerveau 2, ce qu'il appelle comme ça. Le cerveau 1, c'est le cerveau rapide qui prend des décisions au présent très rapidement sans réfléchir beaucoup. C'est des automatismes, en fait, c'est le pilote automatique. C'est la majorité de nos décisions sont des décisions automatiques. Voilà, est-ce que je bois un café, est-ce que je prends ce métro, etc. Et le système 2, c'est le système qui régit les décisions plus délibérées, plus conscientes, qui réfléchit, qui
pèse, etc. Et la plupart de nos décisions, effectivement, sont prises de manière automatique parce ce serait l'enfer, en fait, de réfléchir à toutes les décisions qu'on prend au quotidien. Et le système 2 intervient quand il faut prendre des décisions qui ont un impact plus important. Et en fait, les biais sont quand le système 1 déraille, en quelque sorte. C'est-à-dire quand, au lieu de bien faire les choses et de faire un raccourci pour nous aider à prendre la bonne décision rapidement, il se plante, ça bug, en fait, en quelque sorte. Et donc, la plupart du temps, en fait, ce système fonctionne bien. Mais de temps en temps, il y a ces fameux biais cognitifs qui sont des biais du raisonnement et qui sont des raccourcis qui sont un petit peu foireux, en fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une bonne méthodologie, d'après votre enquête, pour choisir alors, par exemple, quand il faut accepter une proposition de travail, quand il faut se faire opérer de la hanche, quand il faut changer les enfants d'école, quand il faut acheter un appartement, quand il faut choisir un mari. Aujourd'hui, vous savez qu'on est dans le prêt-à-penser. Donc, tout le monde veut la méthode en 5 points. Alors, une méthodologie, hélas, il n'y en a pas. Moi, ce que j'ai essayé de montrer avec tout le livre, et ce que j'ai découvert en même temps en le faisant, j'avais pas la réponse avant c'est pour ça que je considère que c'est vraiment une enquête, j'avais envie de savoir. Et c'est que tout est très, très, très complexe, parce qu'il y a plein d'influences, il y a plein de choses qui sont à l'œuvre et qui nous freinent, qui nous poussent, des forces contradictoires et énormément d'inconscient. En fait, les spécialistes estiment que nos décisions sont à entre 90 et 99% prises, elles se basent sur des mécanismes inconscients. Donc, en fait, on fait les choses sans savoir bien pourquoi. Et quand on essaie de décortiquer... Pas parce qu'on les a déjà expérimentés que finalement, qu'on sait que c'est comme ça qu'il faut faire ? C'est pas une forme d'expérience ? Alors, sur certaines décisions, probablement, mais sur la décision de faire un enfant pour la première fois ou de se marier, en général pour la première fois, ou de choisir une voie, c'est toujours la première fois. Ces grandes décisions sont souvent des décisions qu'on fait pour la première fois. Donc, on ne peut pas se baser sur une expérience. C'est encore une fois, c'est des décisions qu'on n'a jamais prises et qu'on pourra pas, on peut pas, à moins d'avoir une autre vie, ça va être compliqué de savoir si c'était bien ou pas. Mais et du coup, tout est tellement complexe qu'il nous reste, à mon sens, qu'une chose sur laquelle on peut raisonnablement s'appuyer, c'est l'intuition. Mais l'intuition, attention, c'est pas l'instinct, dans le sens où c'est pas cette pulsion un peu biologique qui est commune à toute l'espèce. Il y a une dimension d'expérience dans l'instinct, dans l'intuition, pardon, et il y a une dimension assez qui vient. En fait, l'intuition, c'est comme un gros ordinateur invisible qui mixe un petit peu tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on ressent, et qui en fait une espèce de petit mixage et qui nous livre une réponse sans nous livrer l'explication de cette réponse. Et donc, c'est quand on sait, sans savoir comment on sait, mais qu'il faut savoir écouter, parce que c'est ce qui nous reste de mieux, et c'est pas infaillible, loin de là. Et souvent, on peut la confondre avec de la peur, ou on peut la confondre avec des émotions aussi, où on peut s'imaginer que voilà, tout d'un coup, on a une émotion forte, et donc tout d'un coup, c'est l'intuition qu'il faut suivre ce jeune homme, ou etc. Mais c'est un petit peu la seule chose qui nous reste. Et donc, à mon sens, qu'il faut apprendre à travailler, c'est... Bon, il y a deux choses. Il y a se poser des bonnes questions. C'est super intéressant, je pense, d'essayer de comprendre pourquoi j'ai choisi ce job-là. C'était un peu la méthodologie, d'ailleurs, de votre livre. C'était de comprendre les questions. C'était de comprendre ce qu'il y a derrière. Réponses. Voilà, c'est ce qu'il y a derrière pour se poser des bonnes questions. Et ensuite, se dire, bon, ok, je vois un petit peu tout ce qui peut rentrer en jeu. C'est le bazar. Donc, à partir de là, j'estime que j'ai assez réfléchi. Je me suis posé quelques questions. Et maintenant, j'arrête. Et maintenant, je laisse quelque chose d'autre prendre le relais. Ça veut pas dire qu'il faut pas avoir réfléchi avant et pas s'être intéressé à ce qu'il y a derrière. Mais à un moment donné, et c'est ce que font les grands sportifs, c'est qu'ils apprennent des gestes, ils les répètent. Ils ont une énorme compétence dans ce qu'ils font, ou les musiciens, les pianistes, etc. Mais à un moment donné, quand ils vont faire leur représentation, leur match, ils doivent savoir arrêter de penser. Et là, il y a quelque chose d'autre qui prend le relais, qui est alors de la grâce, de la joie, peu importe comment on l'appelle, mais on laisse faire maintenant tout ce qu'on sait, et on laisse le corps s'exprimer, ou l'esprit s'exprimer. Et c'est ce qui fait un petit peu les coups de génie. Mais quelle place vous laissez à l'objectif dans ce scénario-là, par exemple? De se fixer des objectifs? Non, par exemple, si on parle d'un sportif, un sportif peut se fixer comme objectif d'être champion du monde, champion de France. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font tous, mais sinon, ils s'y vont pas. Mais... alors moi je suis pas très objectif, mais pourquoi vous n'êtes pas très objectif? Parce qu'en fait ça, à mon sens, et
Quand vous dites je suis pas très objectif, ça veut dire que vous n'êtes pas pour le fait de se fixer des objectifs, c'est oui, ça? Parce que ça nous fait passer à côté de plein de choses en fait. Alors, je comprends l'intérêt des choses, de se fixer des objectifs, notamment pour un sportif. Sinon, ça sert à rien. S'il veut pas être champion, il va avoir du mal à se lever tous les jours, etc. Mais pour nos décisions à nous, de la vie, de se fixer un objectif, de devenir partenaire dans sa boîte ou d'atteindre un niveau de salaire ou un titre, etc. C'est assez dangereux pour plusieurs raisons. Et encore une fois, c'est mes recherches qui montrent ça. Un, c'est que quand on les atteint, on n'est pas plus heureux qu'avant. Et ça, c'est vrai pour l'argent aussi. C'est vrai pour tout, à peu près tout. On dit, tiens, je serai heureux quand je serai champion, quand j'aurai gagné Wimbledon. Et le livre d'Agassi est incroyable pour ça. C'est pas le cas. Quand j'aurai gagné suffisamment d'argent pour m'acheter telle voiture, telle maison, c'est pas le cas. Quand on y arrive, on est exactement au même niveau il y a un petit sursaut de bonheur et de satisfaction. Au même niveau de bonheur, parce que ça revient très vite. Ça se mesure, c'est ça. Oui, et ça revient très vite. Il y a un petit sursaut, on est content, tiens, tout d'un coup, on a beaucoup plus d'argent, etc. Mais assez vite, on revient à son niveau un petit peu par défaut de satisfaction ou de bonheur. Donc, ça, c'est la première raison, c'est-à-dire que se fixer des objectifs, en fait, quand on y arrive, on est un peu tout penaud parce que ça ne nous a servi à rien. Donc, si ça se trouve, on a sacrifié 20 ans, 25 ans de sa vie pour un objectif qui était un peu illusoire parce qu'on pensait que ça nous rendrait heureux. C'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'est que ça peut nous faire passer à côté de plein d'opportunités et plein de choses qu'on n'a pas vues parce qu'on marchait les yeux rivés sur un objectif et on n'a pas vu à un moment donné cette opportunité, cette rencontre et on s'est pas laissé porter par ça et qui parfois nous emmène là où on doit être en fait. Vous expliquez que nous surestimons l'impact de certaines réussites sur notre bonheur et qu'en fait on n'arrive pas à pronostiquer ce qui va nous rendre heureux dans le futur. Ouais. Le cerveau n'arrive pas à ça. Non, alors là, c'est un psychiatre de l'université d'Harvard qui est passionnant à ce sujet-là. Il s'appelle Dan Gilbert et lui, il a montré ça en fait que voilà, il dit en fait tous les choix qu'on fait, c'est en se projetant. On fait des choix aujourd'hui pour la personne qu'on imagine être dans 10 ans. Si on décide de faire des études de médecine, c'est parce qu'on imagine qu'être médecin va nous remplir de joie, de fierté. Et un peu comme on fait avec nos enfants. On prend des décisions aujourd'hui pour la personne qui seront dans 10, 20 ans. Et on espère qu'ils seront heureux de Et ça, vous dites qu'on est vraiment des très mauvais anticipateurs. Et on est mauvais, apparemment, parce qu'on sous-estime... on se rend pas compte qu'on va changer. En fait, on a du mal à imaginer combien on va changer et combien donc nos choix, nos préférences vont changer. Donc, on décide aujourd'hui en fonction de la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, avec ses préférences actuelles, ses aspirations actuelles, etc. Et donc, ça, c'est une des premières raisons. Et lui, il en a plusieurs dans son livre. Il faudrait que checker, vous le lisiez. Mais voilà. Mais en gros, la conclusion dont il faut se souvenir, c'est que se projeter, ça marche très mal. Et que, en fait, ce qu'on imagine... Quand on dit que ça fonctionne très mal, c'est que c'est rarement la réalité, oui, c'est ça? C'est qu'on est rarement heureux des projections qu'on s'est faites. Et ce qu'on avait imaginé nous rendre heureux ne nous rend pas heureux. Et ça marche dans le sens inverse aussi. Il dit qu'on surestime aussi les coups durs, l'impact des coups durs. Perdre une jambe dans un accident, perdre un job, divorcer. Avant que ça ait lieu, on se dit non, mon Dieu, ça va ruiner ma vie, je vais jamais m'en remettre. Et en fait, les gens qui sont passés par là, non seulement finalement assez rapidement, une fois de plus, reviennent à leur niveau de satisfaction et de bonheur avant l'accident ou la rupture. Et en plus, arrivent souvent à le voir comme quelque chose qui les a aidés à avancer. Résilience. En fait. Exactement. Sophie. Et qui leur a servi en fait pour grandir. Vous réalisez que l'unique aïeul qui vous restait en vie, votre grand-mère paternelle, avait plus de 90 ans et donc il y avait un certain nombre de questions que vous ne lui aviez pas posées. Pourtant, vous la connaissiez bien. Qu'est-ce qu'elle vous a toujours là. Que vous a-t-elle répondu quand vous lui avez demandé comment elle en était arrivée à se marier et à travailler avec votre grand-père? Oui, alors je me doutais un peu de la réponse et c'est peut-être pour ça que je lui avais pas posé la question. En gros, elle m'a dit qu'elle avait jamais eu le choix et c'était une question qu'elle-même ne s'était jamais posée en fait. Elle avait grandi et vécu dans un petit village montagnard. Il y avait 3 ou 4 familles dans le patelin. Et du coup, voilà, celui qui s'est présenté, c'était celui qui avait... alors, sa phrase exacte, c'est « il avait du terrain et des bêtes ».
Et donc ses parents l'aimaient bien, et donc il a remporté, je sais pas si jackpot, mais ma grand-mère. Elle n'avait pas le choix. Elle a pas eu le choix. Il y avait peut-être trois mecs, voilà. Et donc elle a été très opportuniste parce que bah voilà. Et puis elle n'avait pas grandi avec les films romantiques, etc., qui idéalisaient l'amour donc voilà, elle a pris ce qui était possible de prendre, et voilà. Et elle s'est pas dit oh là là, mais si j'allais à Paris, ou si j'avais une app sur mon téléphone qui me proposait plusieurs profils, etc. Elle a vraiment suivi une application. Comment interviennent nos propres valeurs dans les choix qu'on fait? Vous prenez l'exemple, par exemple, de Chelsea Manning, une lanceuse d'alerte, qui a quand même choisi d'être lanceuse d'alerte, et ça l'a privée de liberté. Oui, alors l'histoire de Chelsea Manning, pour la replacer, donc c'est à la base c'est Bradley Manning, donc c'est un soldat, c'est un jeune homme américain qui vit très mal son genre en fait, qui considère qu'il est une femme, donc il a aussi il est pas très bien dans sa peau, etc. Pour faire plaisir à son père, qui le voit assez efféminé, à qui ça plaît pas du tout, il va dans l'armée. Le truc le plus viril, donc déjà on sent que ça va mal se passer, et évidemment il le vit très mal. Il est envoyé en Irak, et là il est dans l'informatique, donc il voit toutes les images, les surveillances, etc., et il est témoin de bavures en fait, comme beaucoup d'autres après lui. Et il lance l'alerte. En fait, il rentre aux États-Unis en ayant copié les disques durs. Il essaye de les refiler au New York Times, au Washington Post. Personne n'en veut. Bon, ça c'est une autre question. Et finalement, donc, il se tourne vers WikiLeaks, ça sort, énorme bazar. Et puis, il est démasqué parce que quelqu'un le dénonce. Et entre-temps, donc, il va en prison, il change de sexe, il devient Chelsea Manning. Et ensuite, elle est restée, donc il faut changer. Elle est restée en prison 9 ans, dans des conditions insoutenables, vraiment torturée, etc. Et en plus, dans une prison pour hommes, donc quelque chose qu'elle vit vraiment très très mal. Et derrière, elle sort. Et puis là, on lui demande de témoigner contre Julian Assange. Elle refuse. Elle retourne en prison. Et donc, elle dit, mais en fait, moi, tous mes choix se basent sur des valeurs. Tant pis s'il faut aller en prison, mais en gros, voilà, j'ai des valeurs. C'est la démocratie, et je ne déroge pas à mes etc. valeurs. Ouais. Après, moi, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant dans cette histoire, c'est à quel point elle a aligné ses décisions sur ses valeurs. Mais c'est aussi, j'ai l'impression que la première décision n'a pas été faite avec cet état d'esprit-là. C'est que ça s'est fait un peu comme une rébellion. Elle était très mal dans sa peau, et à un moment donné, on peut imaginer qu'elle ait voulu exister, ou elle se rebellait contre un petit peu tout, quoi. C'est contre la vie, contre la façon dont le monde fonctionnait. Mais ce choix-là, l'a orienté et a façonné sa personnalité de façon à ce que tous les autres choix étaient vraiment, j'ai l'impression que pour le coup les autres choix étaient vraiment fondés sur des valeurs. Et elle le dit très bien, elle dit qu'en fait avant elle était une personne encore une fois différente, et qu'aujourd'hui en fait elle base tous ses choix sur des valeurs, et que c'est ça qui est un petit peu son guide dès qu'elle a un dilemme en fait. Bon, Sophie Guignard, votre projet mystère a enfin abouti. Mon projet mystère ? C'était votre livre, non ? Ah, c'était mystère. Non ? Oui, c'était mystère, d'accord. C'est pas vous qui êtes allé voir une voyante Ah, si. C'est vous ? Ah, c'est ça. Avec un projet mystère ? Oui. C'est vous ? On parle bien de vous ? Oui, c'est moi. D'accord. Oui, effectivement, j'avais appelé une voyante. À Marseille, 40 balles. Voilà, c'est ça. Bon, la suite est dans le livre. Voilà. On va pas tout spoiler. Voilà, si vous voulez savoir si c'est une bonne voyante ou pas, lisez le livre. Bon, on laisse le suspense comme ça. Sophie Guignard, donc je rappelle que vous publiez Je choisis, donc je suis chez Flammarion, sous-titré Comment prenons-nous les grandes décisions de notre vie. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net, et puis vous pourrez voir la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.